Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose peut-être de commencer déjà. Mariam Alvi, donc je suis CEO et cofondatrice de Valueco. Je suis ici avec Mathieu. Donc, moi, mon background, c'est les marchés financiers. Donc, j'étais sur les produits dérivés, plutôt côté structuration chez ING à Amsterdam, à New York et à Bruxelles. Et j'ai développé le Business Institute de deux gros Petercam en France. Et puis, pendant le Covid, je me suis dit, tiens, les marchés financiers ne tiennent pas compte de la survie de l'espèce humaine, ou peut-être que ça en tient compte, mais on ne voit pas de façon explicite comment. D'où la naissance de Valueco. Donc, on essaye de créer un nouveau paramètre de marché qui capture ce que les investisseurs pensent de la durabilité d'une entreprise. Mathieu, peut-être tu souhaiterais dire quelques mots sur toi. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je suis Mathieu Joubrel, cofondateur de Valueco. Donc, je suis data scientist de formation. Donc, j'ai fait plusieurs activités type des modèles d'estimation des émissions de gaz à effet de serre chez Amazon avant de me tourner vers l'ESG avec la dimension sociale qui s'ajoute. Et j'ai rejoint Mariem sur ce modèle-là. Donc, je suis plus sur des tâches techniques, produits et recherche de l'entreprise. Alors, il y a quelques personnes qui nous rejoignent. Je suis en train Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? J'imagine que oui. Alors, en fait, donc l'idée aujourd'hui, c'est un petit peu de vous partager comment les investisseurs regardent les entreprises d'un point de vue ESG et quelles sont les pratiques de place pour tenir compte ou pas de la durabilité d'une entreprise. Euh, donc, en fait, euh, Tu veux que je partage peut-être? ouais, je veux bien parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à passer d'un slide à un autre. Donc, je suis en train Vous de... voyez Ah, mon voilà, écran? c'est bon, là, c'est bon. Ah, Il y ok. avait un bug. Alors, donc aujourd'hui, en fait, les entreprises cotées ont l'obligation de reporter sur leurs pratiques environnementales, sociétales et de gouvernance, notamment sur leur impact également sur leurs clients, la communauté, l'environnement, la biodiversité. Voilà, donc vraiment à un niveau assez granulaire. Il y a des agences de notation, donc notamment Moody's, MSCI, Sustainalytics et S&P, vont noter les entreprises sur ces pratiques-là. Donc aujourd'hui, donc il y a eu des études, notamment de Florian Berg du MIT, qui ont démontré que la corrélation entre les différents ratings est assez faible. Donc on est à 54%. Donc ça veut dire que MSCI va dire ah bah, cette entreprise, elle est bien, alors que Sustainalytics va dire, bon, bah, elle n'est pas vraiment terrible. Et en fait, les investisseurs, donc notamment les différentes sociétés de gestion, vont soit utiliser donc, directement donc un, le rating de l'agence ou vont par ailleurs euh, créer leur propre scoring. Donc, comment est-ce qu'elles créent leur propre scoring? En fait, comment est-ce qu'elles créent leur propre scoring? C'est qu'elles vont faire essayer d'optimiser la qualité des données parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de problèmes sur les données brutes. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles ont du mal à collecter la donnée. Quand elles la collectent, elles ne la collectent pas forcément de la même manière. Donc ça crée, elles n'ont pas les mêmes ressources pour le faire. Donc en fait, déjà au niveau des indicateurs bruts,
on n'est pas sur la même qualité de l'information. Il y a aussi une problématique qui est que les indicateurs sont nommés pareil, mais ne mesurent pas la même chose. Bon, ça, la régulation va améliorer, notamment la CSRD qui rentre en vigueur, va améliorer donc la qualité des données brutes. Et en fait, les investisseurs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont partir de ces indicateurs et ils vont avoir leur propre matrice de matérialité. Donc, ils vont avoir leurs propres préférences en fonction et leurs propres pondérations, par exemple sur l'eau, la biodiversité, sur le nombre de femmes au conseil d'administration, etc. Donc, ça va être leurs préférences et ils vont construire, donc à partir de là, un scoring qui est propriétaire. Alors après, il y a aussi des investisseurs qui vont avoir, justement une approche qui est, purement, quantitative. Donc ils vont créer ce scoring, mettre beaucoup d'efforts à, avoir une donnée de qualité, avoir, un modèle, robuste, et qui vont, par ailleurs, donc utiliser uniquement ce modèle. Et il y a d'autres investisseurs qui vont faire ce scoring sur tout l'univers d'investissement, mais sur une partie restreinte, ils vont aller plus finement, ils vont faire de l'analyse fondamentale, ils vont aller interviewer donc les entreprises, demander plus de données, etc. Donc ils vont engager de façon plus active avec les entreprises. Sachant que aujourd'hui, les grosses sociétés de gestion vont scorer 30 000 entreprises, vont investir sur 10 000 entreprises et vont par ailleurs engager en one-on-one avec environ 400 entreprises. Donc voilà, ça reste quand même très restreint. Donc aujourd'hui, en fait, donc différentes, comme je l'ai mentionné, donc les entreprises vont publier des rapports RSE, les agences les notent et ensuite les investisseurs les notent à leur tour en interne et les notations en interne restent aujourd'hui en interne. Donc on ne voit pas ce que l'ensemble du marché pense de la durabilité d'une entreprise. Donc si je fais par exemple le parallèle avec le crédit, donc aujourd'hui les entreprises publient des rapports financiers, ensuite les agences notamment Moody's, S&P et Fitch, vont noter les entreprises sur leur capacité à rembourser leurs dettes. Et ensuite, les banques et les asset managers, à leur tour, vont faire leur analyse crédit en interne. Et donc, sur base de cette analyse crédit en interne, ces investisseurs vont se positionner dans le marché. Et donc, on va pouvoir voir dans le marché obligataire, mais aussi dans le niveau du CDS, donc du Credit Default Swap, ce que les acteurs du marché pensent, un, de la probabilité de défaut de l'entreprise et deux, de ce qu'on appelle la recovery rate. Donc, si jamais l'entreprise fait défaut, quelle est l'estimation de ce qu'on va récupérer? Voilà. Donc déjà, c'est vraiment deux paramètres, mais on voit vraiment ce que le marché pense. Alors, sur la durabilité, on a un petit peu un bout du chemin, c'est-à-dire que bah, les entreprises publient, les agences les notent, les investisseurs les notent, mais on voit nulle part ce que l'ensemble du marché pense. Et c'est ce que adresse Valueco. Et donc la façon dont on le fait, c'est que on va aller voir donc les différents asset managers de place, les différentes sociétés de gestion, et on va leur demander de nous contribuer leurs notes en interne sur chaque entreprise de leur univers d'investissement. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, vous avez un scoring ESG de 0 à 100, donc 0 étant le pire et 100 étant le meilleur pour une entreprise A. Et chaque petit point que vous voyez là, c'est le score d'un asset manager. Donc, on ne dit pas qui c'est. Donc, ça peut être Amundi, AXA, Mirova, voilà. Donc, et là, quand vous voyez 3 ici, ça veut dire que les 3 ont scoré à 72. Donc, à partir de là, donc ça vous fait peut-être penser à un carnet d'ordre, en fait, hein, donc, où on a un bid et un offer avec tous les bids des différents traders. Et donc, c'est un petit peu la même chose, c'est une sorte de cotation. Ce n'est pas une distribution de prix, mais c'est une distribution de scoring
sur de la durabilité de l'entreprise A. Et effectivement, une fois qu'on a une distribution qui est, comme on le voit ici, donc avec beaucoup de participants, donc c'est représentatif du marché, on pourrait à ce moment-là regarder quelle est la corrélation de ce paramètre avec le prix d'une action et avec également donc, le CDS et donc la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Et donc, on pourrait, à partir de là, dériver une valeur en dollars face à ce paramètre. Voilà. Donc là, aujourd'hui, à partir de cette distribution, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les entreprises cotées et on leur permet de comprendre ce que les investisseurs pensent d'elles d'un point de vue ESG, mais également ESG. Et tout récemment aussi, on fait le même exercice sur le SI, donc, parce que chaque société de gestion aujourd'hui a sa propre définition de ce que c'est qu'un investissement responsable. Et donc, on récupère, est-ce que, en fait, la société de gestion en question considère l'entreprise A comme durable ou pas. Et donc aujourd'hui, effectivement, donc les entreprises cotées, elles vont piloter leur stratégie en fonction du prix de leur action, en fonction de à combien est-ce qu'elles peuvent se financer sur les marchés, mais elles n'ont pas de vue agrégée sur l'extra-financier. Et donc c'est ça qu'on va apporter aux entreprises, ce qui va leur permettre de piloter leur stratégie et de s'améliorer en fonction des attentes des investisseurs. Par ailleurs, on va voir aussi les sociétés de gestion et on va leur dire, bah, voilà comment l'ensemble du marché voit l'entreprise A et voilà où est-ce que vous vous situez dans le marché. Donc, la société de gestion qui a scoré l'entreprise A à 90, alors que la médiane est à 58, soit ils ont une vue très spécifique, donc ils ont vu quelque chose que le reste du marché n'a pas vu, et donc c'est super, ils vont pouvoir utiliser ces analyses pour démontrer leurs facteurs différenciants, soit ils sont là et ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là, et donc c'est un outil de gestion des risques de leur modèle de durabilité. Après, ce qui va être intéressant aussi, c'est que donc là, on a la vue spot, donc à un instant T, mais c'est la vue dynamique qui est encore plus intéressante parce que si par exemple on regarde 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, et que la médiane, elle passe de 58 à 60, 65, 70, et que aussi la distribution converge, bah, ça veut dire que les investisseurs s'accordent de plus en plus sur le fait que l'entreprise est en train de s'améliorer. Et donc, ça constitue un signal pour identifier les entreprises qui ne sont pas forcément très, très bonnes aujourd'hui, mais qui sont sur la bonne trajectoire de transition. Et donc, du coup, dans l'autre sens, si ça se dégrade, ça passe à 50, puis à 45 et à 40, et que la distribution converge, bah, ça veut dire que les investisseurs s'accordent sur le fait que bah, ça ne va pas forcément dans la bonne direction et que donc le risque ESG augmente et le risque de controverse avec, et donc que ça devient financièrement impactant. On travaille également donc, avec les institutionnels qui, eux, souhaitent notamment observer et comprendre où sont leurs différents gérants. Parce qu'en fait, aujourd'hui, que ce soit pour un investisseur institutionnel ou même pour un investisseur individuel privé, c'est difficile de comparer les sociétés de gestion et les produits financiers d'un point de vue durabilité, simplement parce que chacun a son approche propriétaire qui n'est pas explicitée et qu'il n'y a pas de et que bon, il y a Morningstar, donc Morningstar a un ranking, un classement ESG des fonds, mais ça utilise la donnée de Sustainalytics. Donc ça veut dire que on a une vue avec une lunette particulière, donc qui est celle de Sustainalytics, et donc on ne capture pas l'approche propriétaire. Alors nous, on apporte quelque part un point de référence indépendant, neutre, et qui permet d'amener un peu de transparence et surtout de la comparabilité. Et donc, on est capable de comparer les différentes approches en tenant compte du côté propriétaire et aussi en permettant de repérer donc les extrêmes.
Voilà, je pense c'est à toi, Mathieu, de nous expliquer un petit peu les divergences. Oui, merci pour cette présentation, Mariam. Donc, comme tu le disais, nous, on a accès à pas mal de signaux. Donc, effectivement, l'un des problèmes desquels on est parti, c'en est un avec lequel vous êtes peut-être déjà familier, qui est la divergence des scores disponibles sur le marché, des agences de notation, qui a déjà été bien mesurée et théorisée, notamment dans l'article qui fait l'objet de cette slide de Florian Berg, qui s'appelle Aggregate Confusion, The Divergence of ESG Ratings, où il montre qu'en fait, la corrélation moyenne entre deux des agences de notation majeures sur un note ESG est d'environ 54%. Et ils ont refait plusieurs fois le calcul, on reste à peu près sur ces bases-là. Et ce qu'ils font dans cet article, c'est qu'ils vont aller chercher exactement pourquoi est-ce que ces scores divergent. Et c'est essentiellement parce qu'en fait, ils sont fondés sur des indicateurs sur lesquels il n'y a pas assez de standardisation et qu'on considère qu'on mesure, on appelle de la même manière des indicateurs qu'en fait, on ne mesure pas de la même manière, ce qui apporte de la confusion dans les notes finales. Donc, nous, on a souhaité ne pas s'appuyer sur ces scores-là pour faire nos études. Donc, comme disait Mariam, on a récolté, collecté les scores dans le marché. Et donc, ce que ça nous permet de faire sur la slide suivante, c'est que pour chaque entreprise, on a toute une distribution de scores. On a une place privilégiée en fait pour savoir quels sont les critères qui sont les plus mis en avant, les plus pondérés par chacun des investisseurs et aussi par le marché dans son ensemble. Et donc, en prenant pour chaque entreprise toutes les contributions, on peut en extraire un consensus, la médiane typiquement, et voir comment cette médiane se comporte. Donc, le type d'analyse qu'on peut faire après fondé là-dessus, c'est de collecter des informations brutes, pour le coup, sur les entreprises, avoir un référentiel que nous, on a construit avec une trentaine d'indicateurs et voir comment ces scores-là se décomposent sur ce référentiel et voir quels sont les critères qui ont tendance à le plus impacter les différents ratings. Donc là, on a pris un rating parmi ceux qui sont à notre disposition. On lui a appliqué notre référentiel et on a regardé quels sont les différents critères qui ressortaient. Donc typiquement, celui qui avait le plus de poids pour ce modèle-là, c'était le ratio d'équité. Donc, le rapport entre les salaires des dirigeants et les salaires médians de l'entreprise. Donc, on voit que c'est celui qui a vraiment le plus de poids, suivi du volume d'eau qui est utilisé, de la part de femmes sur le board, et comme ça, décroissant, on a mis ici les 20 premiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant au niveau de la méthodologie, parce qu'en tant qu'entreprise, c'est vrai qu'on peut avoir des interactions avec un certain nombre d'investisseurs, vos plus gros investisseurs, mais ça permet, ce genre d'études permet d'avoir un retour quantitatif et assez standardisé d'un grand nombre d'investisseurs à la fois, pour voir en fait là où le poids est vraiment mis et là où il y a vraiment un intérêt pour vous d'aller améliorer vos performances en particulier. Et donc, ce qu'on fait avec l'analyse de Chapier, c'est qu'en gros, on regarde, cette analyse s'appelle une analyse de Chapelet et elle permet de voir, en fait, toutes choses égales par ailleurs, comment chaque critère va avoir tendance à influer votre note. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aller plus loin en regardant en positif et en négatif. Est-ce que ce critère-là va aller influer positivement ou négativement votre note? Donc, c'est ce qu'on voit ici. On voit deux choses. En gros, ce sont les mêmes critères qu'on a sur chacune des lignes. Et non seulement on regarde ce qui compte en positif et en négatif, mais en plus, on regarde non plus d'une manière agrégée en faisant la moyenne de la contribution absolue de ce critère-là, mais en regardant pour chaque entreprise qui est notée. Donc là, on est sur un modèle qui note environ 3000 entreprises. Et chaque point que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, ce sont des petits points qui constituent les nuages, c'est une entreprise différente. Si on filtrait sur une seule entreprise, on prend voilà, Total Energy, on pourrait créer cette grille-là pour ce modèle de notation où sur chaque ligne, il y aurait un point qui est la contribution de ce critère à la note finale. Si on est sur la droite, donc dans les valeurs de Chapelet et coefficient de Chapelet positif, ça veut dire que ce critère aura contribué à augmenter la note. Si on est dans les valeurs de Chapelet négatives, ça veut dire que ce critère-là aurait contribué à diminuer la note. Donc, c'est intéressant non seulement pour les gestionnaires d'actifs qui peuvent voir exactement comment ces biais se situent les uns par rapport aux autres et comment ex post son modèle se comporte. On voit typiquement que le ratio d'équité, c'est celui qui, en valeur absolue, a le plus gros impact. Et en fait, il peut avoir un impact positif ou mineur, mais il peut surtout avoir un très gros impact négatif si le ratio d'équité est mauvais.
Alors que par exemple, pour le volume d'eau utilisé, on peut avoir un impact positif sur la note qui est beaucoup plus élevé qu'avec un bon ratio d'équité. Donc, on voit comment, comme ça, les différents poids se balancent. Et pour chaque entreprise, on peut voir, en fait, en fonction de ses propres performances, comment ça a contribué à la note. Donc, on peut vraiment clairement identifier qu'est-ce qui a nui à ma note et du coup, sur quoi est-ce que je dois travailler, que ce soit au niveau des performances, de la transparence, de la disclosure, de comment je réponds au questionnaire, pour vraiment derrière avoir une meilleure perception de la part du marché. Et donc, il y a certains critères qui sont un petit peu plus durs à interpréter. Comme je disais, ratio d'équité au volume d'eau utilisé, on voit que c'est assez linéaire. Mais typiquement, si on regarde le volume de déchets recyclés, donc c'est la sixième ligne, où les entreprises qui déclarent être aux alentours de zéro, donc aux alentours de la moyenne, ont une note de Shapley une coefficient de Shapley qui est négatif. Donc, ça va avoir tendance à dégrader leur note. Alors que ceux qui sont en dessous de la moyenne, ça va avoir tendance à augmenter un petit peu leur note. Et ceux qui sont au-dessus de la moyenne, augmenter beaucoup leur note. Donc là, c'est un petit peu plus dur à comprendre du point de vue de la démarche de l'investisseur. Donc, si on passe à la slide suivante, en fait, on zoome sur ce critère-là. Et donc, ce qu'on a sur ce graphique, c'est sur l'axe vertical la valeur de Shapley. Donc, une fois de plus, un point, c'est une entreprise. On regarde en fonction de ce qu'elle déclare comme volume de déchets recyclés, quelle valeur de Shapley lui est attribuée. Donc, si on est plutôt haut sur le graphique, ça veut dire que pour cette entreprise, ce critère-là a eu tendance à lui augmenter sa note, si on est au-dessus de zéro. Si on est en bas, en dessous de zéro, ça va avoir tendance à dégrader la note. Et si on est donc à gauche, ça veut dire qu'on a déclaré recyclé un volume plus faible que la moyenne. Si on est plutôt à droite, ça veut dire qu'on a recyclé plus que la moyenne. Et la manière dont on peut interpréter ce graphique-là, on voit un petit peu trois groupes qui se dégagent. Le premier, c'est la ligne verticale qu'on a en bas. Ceux qui sont à zéro, donc ceux qui sont à la moyenne, ont tendance à avoir une contribution de Shapley négative. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a fait un choix méthodologique quand on a pris les données brutes, c'est que ceux qui ne déclaraient pas, on leur a donné une valeur moyenne, ce qui est un choix fort de notre part. Mais on sait qu'en fait, ceux qui sont là à la moyenne sont vraisemblablement ceux qui n'ont pas déclaré, ceux qui manquent de transparence. Et on voit aussi à la couleur, si on est plus vers le rouge, c'est qu'on émet beaucoup de déchets. Ça, c'est un autre critère qu'on a mis ici. Et si on est plutôt vers le bleu, c'est qu'on en émet peu. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ceux qui sont là sont ceux qui émettent beaucoup de déchets et sont peu transparents. Pour le coup, ce modèle va avoir tendance à les pénaliser. Alors que ceux qui déclarent, qui sont sur la gauche, qui déclarent le volume recyclé, et même s'il est inférieur à la moyenne, ça va avoir une contribution un petit peu positive. Et après, on a ceux qui sont à droite, s'ils déclarent plus que la moyenne, ça a une contribution très positive, là, c'est logique. Mais on comprend même avec le choix méthodologique que nous, on a fait, on peut savoir comment les investisseurs se situent par rapport à notre choix. Et donc, ici, déceler qu'en fait, pour ce critère-là, la transparence est plus valorisée que la performance vraiment. Et donc, on peut se douter que cet investisseur-là va avoir tendance à remplacer les valeurs manquantes, donc peu transparentes, par des valeurs pénalisantes et en dessous, largement en dessous de ce que des pertes des entreprises qui manquent de transparence. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous en tant qu'entreprise de comprendre pour certains investisseurs, peut-être que ce deep dive, vous n'allez pas pouvoir le faire pour tous les investisseurs qui sont à votre cap table qui vous intéressent, mais ça permet de vraiment savoir mieux décortiquer comment fonctionne le marché, surtout si on applique cette méthodologie-là au consensus de marché lui-même et pour avoir les grandes tendances de l'industrie. Donc ça, c'est la première méthodologie qu'on voulait vous présenter qui permet vraiment de savoir comment sont pondérés les différents modèles des investisseurs et le comprendre d'une manière un petit peu plus systématique. Il y a une autre petite étude qu'on a faite où, en gros, les investisseurs ont tendance à avoir des biais qui ne sont pas forcément voulus sur différents pays, donc les zones géographiques, les secteurs d'activité, les tailles de capitalisation. On sait que les grandes entreprises ont tendance à avoir de meilleures notes ESG, pas mal parce qu'en fait, elles ont plus de pouvoir à communiquer, à répondre aux questionnaires des agences de notation qui leur sont envoyés. Donc, nous, on propose une méthodologie qui permet de corriger ces biais-là. Donc, ça permet aux gestionnaires d'actifs, évidemment, d'avoir une vue un petit peu moins biaisée. Mais ça a aussi un intérêt pour les entreprises, en fait, parce que sur ce qu'on fait pour mettre cette étude en place, ça permet de voir, en fait, si on surperforme un petit peu les entreprises qui évoluent dans le même contexte que nous, c'est-à-dire qui ont le même secteur d'activité, à peu près la même taille et dans la même région.
Donc, ce qu'on fait ici, c'est que, en gros, on a pris ce modèle-là et on a regardé pour chacun des pays, donc c'est le graphe qui est au-dessus, quelles sont les notes moyennes, les quartiles, et comment on se situe. Donc, on voit par exemple que la Chine a tendance à avoir des notes très basses, alors que la France, tout à gauche, a des notes clairement au-dessus de la moyenne. Donc, il y a des biais assez forts et on a appliqué des méthodologies pour en fait extraire d'une part le signal qui peut s'expliquer par les trois critères que j'ai cités, géographie, secteur et taille, et d'autre part, en fait, ce qui est vraiment indépendant de ça dans le signal, dans le score du gestionnaire d'actifs. Et donc, ça donne ce qu'on a en bas qui est beaucoup plus équilibré, pas encore parfaitement, mais qui reste beaucoup plus équilibré. Et ce qui est intéressant, une fois qu'on a ces deux signaux, c'est qu'on veut faire le graphe qui est la slide suivante, qui sert au gestionnaire d'actifs, mais à vous aussi. Euh, En fait, ce qu'on a fait, c'est que on a mis ici sur l'axe horizontal la partie de la note qui est expliquée par le contexte de l'entreprise, et sur l'axe vertical, la partie de la note qui est vraiment attachée au modèle et donc qui est attachée à tous les autres critères qui ont été pris en compte par le gestionnaire d'actifs. Et donc, ça permet de distinguer un petit peu quatre cadrans. Si on est en bas à gauche, ça veut dire qu'on a un contexte qui n'est pas favorable et on a en effet une note qui est en dessous de la moyenne. Si on est en haut à gauche, ça veut dire que malgré un contexte qui n'est pas favorable, on a une note qui est quand même au-dessus de la moyenne. Et donc, la partie à droite, c'est un contexte qui est favorable. Une fois de plus, on peut être au-dessus ou en dessous de la moyenne. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce sont essentiellement les cadrans en bas à gauche et en haut à droite qui sont très peuplés, donc ceux qui correspondent en fait à leur contexte. Mais on a quand même à haut à gauche des entreprises qui sous-performent, en bas à droite des entreprises qui sous-performent. Donc ça, pour vous, en tant que corporate, si on filtre sur un ensemble de pairs qui est pertinent, on peut voir en fait ceux qui vont avoir tendance à être le mieux perçus grâce ou en dépit de leur contexte et voir comment vous vous situez par rapport à eux, ce qui peut être assez intéressant pour voir en fait identifier ceux qui ont les meilleures pratiques et que ce soit en termes vraiment de performance pure ESG ou de communication et vous rapprocher de ces pratiques-là pour derrière améliorer la perception que vous avez sur le marché ou alors même pour un modèle spécifique. Donc voilà, ça c'était un petit résumé de la deuxième méthodologie. La première, plus pour comprendre les pondérations des investisseurs, vraiment comment vous êtes perçus. La deuxième, plus pour savoir comment vous comparez à vos pairs avec une vraie démarche d'identification des bonnes pratiques derrière, que vous connaissez sans doute déjà dans le marché, mais que vous pouvez avoir un enjeu à mieux prioriser. Voilà, c'était tout pour la présentation des différentes méthodologies qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des... Il y a déjà quelques questions dans le chat, Ah Mathieu. oui, ah oui, je vais voir. Le critère GES n'apparaît pas. Alors, les gaz à effet de serre, alors pas pour ce modèle-là particulier. On a pris un modèle, voilà, c'est anonymisé, c'est pour l'exemple de la méthodologie. Sans doute que pour la plupart des modèles, en effet, les gaz à effet de serre qui sont quand même très quantifiés et plutôt hauts sur l'échelle des priorités climatiques et donc environnementales apparaîtraient. Donc, c'est pour l'exercice. Là, le critère-là fait partie du framework qu'on utilise, mais il n'est pas ressorti sur ce modèle précisément. Alors, on est peut-être sur un investisseur qui a un score climatique et un score ESG. On voit qu'en fait, il y a beaucoup ici, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir, de critères sociaux, avec le premier ratio d'équité, troisième part de femmes au board. Certains investisseurs peuvent aussi choisir de séparer et de séquencer des scores. Donc, ça peut être une explication, mais en effet, les gaz à effet de serre souvent ressortent dans les études. Et je lis la deuxième question. Sur ces critères, on a des absences importantes, biodiversité. Donc, comment tenir en compte de cette absence à 100% d'un tel indicateur lors de l'attribution de la note? Alors, pour le coup, biodiversité, c'est un indicateur qui est déjà un petit peu agrégé. En fait, ce n'est pas une métrique brute comme on pourrait regarder le MSA ou les choses comme ça. Ici, on a préféré s'attacher à des métriques vraiment brutes par souci de pas apporter des biais en fait, en apportant déjà une pré-méthodologie de notation qui permettrait d'avoir un score biodiversité. Donc, en effet, pour le coup, autant il y a des gaz à effet de serre, autant il n'y a pas de note biodiversité agrégée. En revanche, c'est vrai qu'en appliquant un framework différent sur lequel on apporterait des métriques spécifiques qui permettraient de juger de la performance en termes de biodiversité, on pourrait l'appliquer ici. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en gros, on préfère vraiment avoir des choses qui sont bien normées et bien quantifiées déjà.
Comment faites-vous pour récupérer auprès de centaines, voire de milliers de fonds leur score propriétaire? Est-ce que tu veux commencer aussi, Mariam? Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Donc en fait, encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas des milliers de fonds encore. On en a 25 et on a 30 là qui vont rentrer avant la fin de l'année. Alors la façon dont ça se fait, c'est que c'est bien entendu avantageux pour les fonds de contribuer leur score parce qu'en fait, on leur permet de se benchmarker également au reste du marché. Donc, on leur permet de voir, de pouvoir se comparer également à leurs pairs, de comparer leur modèle de durabilité. Donc ça, déjà, en soi, ça leur permet de gérer, les risques de leur modèle, mais ça répond aussi à un exercice réglementaire qui est la validation des données. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, les régulateurs disent aux banques et aux asset managers enfin aux sociétés de gestion, qui sont responsables des données qu'ils utilisent. Et donc, en fait, en tant qu'asset manager, vous devez, enfin, la société de gestion doit démontrer que les données qu'elle utilise sont cohérentes, pas aberrantes, qu'ils ont une méthodologie rigoureuse, etc. Et donc, pour revenir un peu au slide du départ, nous, pour chaque entreprise dans leur univers d'investissement, on va leur communiquer le niveau de consensus et où est-ce que eux ils se situent par rapport au consensus. Et donc ça leur permet de répondre de façon rigoureuse à l'exercice de validation de données. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on a parlé de signaux et de permettant d'identifier quelles sont les entreprises qui sont sur une bonne trajectoire, mais aussi les entreprises pour lesquelles le risque de durabilité est en train d'augmenter. Et donc ça, c'est des signaux qui vont permettre aux gérants de portefeuille de mieux gérer ces risques de durabilité. Donc à la fois les opportunités, mais aussi le risque de drawdown, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les sociétés de gestion vont pouvoir construire et créer des nouveaux produits, donc que ce soit des fonds thématiques, que ce soit des indices, sur base de ces données et de ces signaux. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'elles sont intéressées pour contribuer. Et l'autre, on va dire, levier qu'on a, c'est que c'est qu'en fait, les institutionnels, eux, souhaitent comparer et pouvoir être en mesure de comparer les différentes stratégies de durabilité en tenant compte de l'approche propriétaire. Et donc, dans ce cadre, on a développé un produit ou une étude de due diligence sur les fonds externes. Et dans ce cadre-là, c'est l'institutionnel qui va demander en fait à ces asset managers externes de nous contribuer la donnée. Donc ça crée un peu un effet de réseau, en fait. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, Jean-Florent. Parfait, je vois qu'il y en a une autre. Merci, ok. Oui, d'accord. Merci, merci pour la réponse. Super. Je vais prendre votre deuxième question. Comment prenez-vous en compte les différences de stratégie entre les investisseurs, puisqu'ils n'ont pas forcément tous la même utilisation, la même vision? Donc, je dirais qu'il y a deux choses. Déjà, il y a un premier problème déjà qui semble se poser, c'est qu'il y a énormément de méthodologies pour créer des scores ESG. Donc, est-ce qu'on peut comparer ce qui est comparable? C'est vrai qu'on considère qu'en fait, une fois qu'on a un score ESG, c'est un petit peu le même objet pour tout le monde. De la même manière que voilà, Marie me parlait de bid et d'offer sur les marchés, chacun calcule ce qu'il peut faire comme bid. Ils ont tous une manière différente de le faire, vraisemblablement. En tout cas, ils n'ont pas de raison d'avoir la même, a priori. Mais une fois qu'il est sur le marché, il est perçu par tous de la même manière. Donc, même s'il y a autant de méthodologies que de noteurs, en quelque sorte, une fois qu'on a un score ESG, c'est quand même un objet qui est qui est utilisé à peu près de la même manière par tout le monde. Après, vous avez raison, il y a quand même quelques visions, c'est un petit peu plus complexe que juste un prix. Donc nous, on demande, en plus du score, quelques informations. Typiquement, est-ce que c'est un score qui a une visée en simple matérialité ou en double matérialité? Est-ce que la normalisation, elle est faite en best in class, en best in universe? Est-ce qu'on a une stratégie en best forte? Et puis, on essaie aussi de voir quel est le volume d'assets qui sont gérés par l'investisseur pour voir en fait s'il y a un investisseur qui a beaucoup de poids dans le marché. Donc, on récupère quelques données autour pour effectivement segmenter un petit peu, comparer ce qui est comparable.
Et une fois qu'on est en revanche sur le même segment d'un investisseur qui a un score qui se qualifie de la même manière, qui est utilisé dans le même type de stratégie, à ce moment-là, on va les comparer parce qu'on considère qu'en fait, ils vont être utilisés de la même manière par l'investisseur dans ses décisions d'investissement. Et donc, ça va envoyer le même type de signal au marché, en quelque sorte. Donc, c'est comme ça qu'on prend un petit peu en compte les différences de stratégie, même si finalement, ces scores sont assez homogènes. Et quand on va sur des critères comme par exemple Sustainable Investment, on demande pour chaque instrument financier, est-ce qu'il considère que c'est un investissement responsable? Là, c'est un vrai intérêt parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est demandé par un texte qui s'appelle la SFDR. Comment est-ce que vous qualifiez les investissements responsables? À ce moment-là, du coup, on est vraiment sur un point, un cadre de référence qui nous dit que c'est effectivement la même chose qu'on veut aller mesurer. Donc on n'a pas forcément besoin de tout segmenter, mais pour les scores ESG qui sont quand même un petit peu protéiformes, en effet, on va quand même savoir un petit peu, essayer de chercher à savoir comment ils sont utilisés derrière. Je reprends rapidement parce qu'il y a une question notamment par rapport aux agences de notation. En effet, donc déjà, nous, ce qu'on récupère, les approches sont multiples, mais à la fin, chaque investisseur va utiliser un scoring final pour décider est-ce qu'il investit ou pas, est-ce que l'entreprise est éligible ou pas. Et c'est ça qu'on considère un peu comme un bid. En fait, quand vous regardez le prix d'une action, derrière, le trader, lui, il a utilisé différentes sources de données. Il a aussi son propre modèle pour calculer sa target price. Et il s'est dit, voilà, moi, le prix auquel je suis prêt à acheter cette action, c'est tant. Et donc, nous, on assimile en fait ce scoring ESG final qui définit est-ce que finalement, qui quelque part va inciter ou pas l'investissement à un bid ESG. Donc, c'est pour ça qu'on recrée cette distribution de scoring. Maintenant, par rapport à la transparence, finalement, la diversité des opinions, on n'arrivera jamais à vraiment comprendre pourquoi chaque investisseur a pris la décision d'investir ou pas. Par contre, l'idée ici, c'est vraiment d'apporter un point de référence et d'apporter déjà une vue globale sur comment la durabilité en fait, va guider l'investissement. Parce que l'idée ici est de dire la réglementation, c'est important pour initier le mouvement, sauf que la réglementation, elle est différente d'un pays à un autre et elle est aussi assez lente. Les marchés financiers sont globaux et sont rapides. Et donc, le fait d'avoir un paramètre qui, de façon explicite, montre comment les flux financiers dépendent de la durabilité, c'est ça qui va en fait quelque part créer une incentive réelle et de marché pour tous les acteurs pour vraiment le faire de façon intéressée et non pas, et non pas tomber dans le greenwashing. Parce qu'en fait, voilà, aujourd'hui, on a le bâton, mais on n'a pas la carotte. Hein. Donc, nous, on essaie de créer la carotte et de mettre $1 face à ce paramètre-là. Et donc, pour revenir sur les agences de notation et la différence sur les agences de notation, donc là, je vous partage donc un cas vraiment concret d'une foncière française où on a un scoring ESG qui va de 0 à 100. Donc là, ce que vous voyez en fait en orange, ce sont les scores des investisseurs. Et là, ce que vous voyez en vert, ce sont les scores des agences. Et donc, en effet, on reproche effectivement aux agences de pas être transparentes, voilà, parce que comme les investisseurs, elles ont aussi leur approche. C'est une approche propriétaire, donc c'est de la propriété intellectuelle, etc. Alors, l'avantage, nous, quelque part, on résout un peu ce problème où on amène un petit peu de transparence sans mettre à risque cette propriété intellectuelle, parce qu'en fait, on crée un point de référence qui est neutre, qui est comparable vraiment à un bid de marché. Hein. Quand vous regardez le prix d'une action, encore une fois, vous avez le bid et l'offer et vous avez le mid, et vous vous référez toujours au prix mid du marché. Donc, c'est un prix, donc nous, le consensus, ça a pour effet d'amener de la transparence et de la comparabilité. Et du coup, on peut placer les agences, on peut voir comment les différentes
approches se comportent et les comparer. Et déjà, rien que ça permet d'éclairer en fait les investisseurs institutionnels, mais aussi les investisseurs finaux sur OK, est-ce que l'approche de MSCI elle est plus agressive que celle de Sustainalytics, de pouvoir comparer où se situe le marché. Et donc ça permet également aux régulateurs de voir comment se situent les agences et comment en fait le marché est drivé par le scoring des agences. Voilà, je ne sais pas si ça répond du coup à la question qui a été posée par rapport aux agences. Voilà. Ok. Je vais prendre une question de Karen qui était un petit peu au-dessus. Donner une note soi-disant ESG qui ne tient pas du tout compte de la biodiversité ou des gaz à effet de serre sans être transparent aux utilisateurs du score attribué, ce n'est pas très rigoureux. Non, en effet. Et ce qui est compliqué, c'est que là, effectivement, il y avait les gaz à effet de serre qui étaient un trou assez évident dans la méthodologie prise en compte ici. Mais c'est vrai que ça peut tomber sur n'importe quel autre critère et ça peut être assez difficile à voir, à lire et à comprendre aussi dans la description qui peut être faite du score si on ne va pas aller dans les détails. C'est pour ça on a trouvé qu'il y avait un vrai intérêt d'avoir une méthode quantitative pour aller briser le score, quelque sorte, en données plus granulaires et voir effectivement quels sont les critères et les métriques qui vont avoir effectivement tendance à aller l'augmenter ou le diminuer. Je suis d'accord que c'est pas rigoureux de ne pas être transparent là-dessus sur son score. Mais ce genre de méthode permet donc de s'en rendre compte une fois qu'on peut avoir une vision sur les notes, sur tout l'univers d'investissement. En fait, on se rend bien compte si les gaz à effet de serre, les biodiversités ou n'importe quel autre critère qu'on veut mettre en avant a une influence sur la note ou pas. Et donc, ça fait partie des vrais avantages de s'appuyer sur les scores directs des investisseurs. S'ils font exit sur des critères particuliers, là, on s'en rend tout de suite compte. Oui, alors il y avait une autre question de Arnaud par rapport au fait que les investisseurs n'intègrent pas uniquement le risque, mais aussi l'impact. Donc, en effet, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de données sur l'impact. Nous, on s'attend à ce que de plus en plus, il y ait des données d'impact et donc un scoring d'impact. Et en fait, on fera la même chose. Sachant qu'aujourd'hui, les scorings qu'on a, certains, comme l'avait mentionné Mathieu, sont en simple matérialité, d'autres en double matérialité. Et donc, on fait la distinction par rapport aux deux. Et après, par contre, pour ce qui est controverse, normalement, c'est déjà inclus dans les scores. En fait, c'est quand ils font les runs, voilà, ils vont justement downgrader ou augmenter le score en fonction des controverses. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Je crois que oui. On a fait le tour. Donc, si on n'a pas d'autres, évidemment, vous pouvez toujours nous joindre par email. Je pense qu'il y a celui de Mariam à un moment donné qui était affiché. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir un œil, jeter un œil à l'étude ou à d'autres projets de recherche qu'on a, donc on a pas mal sur notre site directement. Et donc, n'hésitez pas pour avoir plus de détails, pour faire de la recherche. Même avec nous, on est toujours preneur de partenaires pour avancer sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Excellente journée, tout le monde.